Très contente de vous accueillir dans une nouvelle vidéo avec Lipton Thé Vert. C'est un format un petit peu spécial. On est ensemble pendant une petite heure et l'idée c'est de partager un moment autour du bien-être et des conseils pour aborder cette période, fin d'été, transition, rentrée, etc. qui peut être un petit peu stressante. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être accompagnée par des femmes absolument incroyables. Mathilde, psychologue clinicienne, féministe engagée, qui va nous partager son expertise sur la santé mentale. Violette, diététicienne, qui va nous éclairer sur l'impact un petit peu de nos choix alimentaires, sur l'équilibre aussi et toutes ces notions-là, et évidemment la santé physique et la santé mentale puisque c'est intimement lié. Et enfin Julie, qui est une voix puissante et inspirante. On aime beaucoup l'écouter autour de tous les sujets qui touchent à l'acceptation de soi, à la résilience, et ça nous permet d'aider aussi à prendre conscience que la vie a de la valeur malgré les aléas. Donc merci d'être parmi nous. Merci. J'en profite également pour remercier notre partenaire Lipton Thé Vert qui nous a laissé vraiment carte blanche pour vous proposer cet échange inspirant autour du bien-être. Le thé vert Lipton, il est parfait pour vos moments de bien-être. C'est vraiment une boisson qui est naturelle et sans sucre ajouté et qui contient des flavonoïdes qui sont des bioactifs naturels également présents dans de nombreux fruits et légumes comme le brocoli, et Violette aura l'occasion de nous en reparler. En cette période de rentrée, c'est vrai qu'intégrer à votre routine, pourquoi pas, 2 tasses de thé vert Lipton pour apprécier le moment présent et peut-être vous accorder des pauses aussi parce que c'est ok, ça peut être une bonne idée. Et puis moi je vous laisse avec la suite. On est parti pour le premier chapitre, le petit chat. Pour commencer, j'aimerais qu'on fasse un petit tour de table sur votre rapport à la santé, au bien-être, à la santé mentale, un peu quel est votre mood en cette rentrée 2024. Et quand on parle bien sûr de prendre soin de son corps, c'est pas forcément rentrer dans les normes sociales, c'est avant tout se sentir bien dans ses baskets, et c'est le message qu'on a envie de faire passer aussi dans cette vidéo, c'est que on est là pour avant tout parler de soi, de ce qui nous fait du bien à soi, et il y a pas de recette miracle. Donc on est parti. Mathilde, raconte-moi, c'est quoi ton mood dans cette rentrée 2024, et surtout qu'est-ce que toi tu fais, quelle est ta vision de ce que c'est le bien-être et la santé mentale? J'ai l'impression d'être à l'école, tu sais, c'est les tours de table, tu dois te présenter. Bonjour, je m'appelle Mathilde. Présente-toi. Donc moi, c'est Mathilde Bessé, je suis psychologue clinicienne et créatrice de contenu du coup sur les réseaux sociaux autour de la santé mentale. Et je milite pour une psychologie scientifique, inclusive, féministe. Donc ça me tient très à cœur. Le mood de la rentrée, je crois que la rentrée, c'est toujours un espèce de la fin des vacances. On reprend pas tous au même moment. Et moi, le mood là cette année, c'est qu'il y a beaucoup de changements en fait qui se profilent. J'ai ma petite fille qui rentre à l'école, donc grosse étape. Du coup, pas mal de changements en perspective, mais les objectifs sont plutôt atteignables et réalistes, donc je l'aborde plutôt sereinement. Ça va. Merci pour ce partage. On sait que les changements, c'est toujours un peu compliqué, mais justement, on va parler de l'adaptation aussi et de cet équilibre qu'on essaie de trouver avec des petits moments pour soi. Violette, toi, comment est-ce que tu te présentes face à cette rentrée, ce début d'année scolaire? Moi, pour la rentrée, ce que j'observe, c'est que beaucoup avec les patients en consultation, c'est que c'est le moment où on a envie de tout changer. Là, on est motivé en général à la rentrée, c'est là où on prend presque des bonnes résolutions comme en début d'année. Donc, souvent, ce que j'observe aussi, c'est que on veut faire les choses, tout changer, faire tout parfaitement. Et c'est là où moi j'essaie d'intervenir un peu en disant ok, on va y aller étape par étape. Il n'y a pas besoin d'aller tout de suite dans les extrêmes. Donc plus prendre les choses et chercher un équilibre qu'on va pouvoir garder un petit peu plus longtemps que sur les 2 premières semaines de la rentrée justement. Et pour mon rapport après au bien-être, à la santé mentale, c'est aussi quelque chose auquel j'accorde beaucoup d'importance. Alors moi, ça m'est arrivé aussi d'être suivie sur le plan psychologique à titre personnel, mais dans ma pratique, je travaille beaucoup en collaboration justement avec des psychologues, parce que c'est hyper important dans les prises en charge diététiques d'avoir ces 2 aspects-là. Comme on sait qu'il y a énormément d'interactions entre la santé mentale et la façon dont on s'alimente, et pareil dans l'autre sens, la façon dont on s'alimente joue aussi sur notre santé mentale. Donc c'est hyper important de pouvoir aborder ces 2 aspects-là avec les patients.
Donc si on résume, on ne se met pas à faire 12 heures de sport par semaine si on n'a pas envie ou mis un pied à la salle, parce que c'est la rentrée qu'il faut se fixer des objectifs. C'est ça. Le souci, c'est que quand on démarre, tu vois, 12 heures de sport par semaine, plus de sucre du tout, etc., c'est des choses qu'on garde une semaine ou deux, après on arrête. Et surtout, ça n'a pas forcément d'intérêt non plus, que ce soit. Alors pour l'aspect sportif, c'est pas ma spécialité, mais tu vois, nutritionnellement, ne plus consommer 1 gramme de sucre du tout, ça n'a pas grand intérêt, parce qu'on sait que c'est au-delà d'un certain seuil qu'on peut avoir éventuellement des conséquences négatives si c'est répété, mais on n'a pas besoin d'aller à chaque fois dans des extrêmes. Et toi, Julie, comment t'abordes un peu tous ces sujets-là, cette rentrée, ton petit mood ? Écoute, je pense que mon exemple va parfaitement illustrer les dires de nos camarades. Il y a 3 mois, si on avait fait cette vidéo, j'aurais pas du tout répondu la même chose et j'aurais été hyper positive, hyper solaire, hyper enjouée. Cet été, ça a été un été hyper compliqué pour moi, où j'ai un peu pris le contre-coup de ces 10 années où j'ai été la femme forte, invincible, qui lâche jamais et qui a peur de dire quand ça va pas. En fait, je sais même pas si c'était de la peur, c'est juste que je m'admettais pas à moi-même que je pouvais avoir des moments où ça n'allait pas. Et donc, j'ai vécu cet été de la pire des manières, puisque c'est censé être une saison qui est hyper joviale, où tout le monde sort, tout le monde va à la plage, tout le monde vit ses meilleures soirées. Et donc toi, t'es là, tu vis ton été en fait sur les réseaux, en comparaison constante, en train de te dire je suis en train de tuer mon été, alors que j'ai travaillé comme une ouf avant, c'était le seul moment où je pouvais me poser. Et en fait, tu te poses pas parce que ta santé mentale suit pas. Donc mon mood de la rentrée, c'est juste d'arrêter de mettre entre parenthèses ma santé mentale, de prendre conscience que c'est pas parce que j'ai vécu pire que je peux pas vivre des choses difficiles aujourd'hui. Donc j'ai l'impression que je grandis, ce qui est pas facile à admettre déjà, premièrement. Non, je grandis et donc voilà, j'ai fait le choix aussi de franchir le cap, de consulter, de parler avec un professionnel de ma santé mentale. J'avais pas franchi le cap quand j'ai eu mon accident, j'avais 16 ans et je suis sortie de l'hôpital en cherchant mes thérapies ailleurs, dans le sport, dans le partage sur les réseaux. Et je pense que des fois, il est juste temps d'oser être accompagné, si je peux dire. C'est hyper intéressant ce que tu dis, parce que tu vois, on a tendance à voir l'été comme, tu sais, on travaille toute l'année et vraiment, genre, on va prendre 2 semaines de vacances et on se dit, je vais utiliser ces 2 semaines de vacances pour faire une pause, et on s'autorise pas dans l'année, justement, et c'est un peu le sujet aussi de cette vidéo, d'avoir des moments, des petites pauses au quotidien et de ne pas culpabiliser. Est-ce que c'est ok, en fait, de faire des pauses? On a déjà un peu la réponse, et pourtant, c'est difficile à mettre en pratique dans le quotidien, parce qu'on est tellement dans une société où on nous appelle à la productivité à outrance, etc., qu'on est parfois un peu sévère avec nous-mêmes. C'est même essentiel de faire des pauses. La pause fait partie du travail. La pause permet de poursuivre le travail, en fait. Et d'ailleurs, un indicateur qui peut montrer qu'on prend pas assez de pause, c'est aussi, il y a des personnes, elles vont faire cette pause-là, à un moment donné, elles vont prendre des vacances, et elles vont être tellement fatiguées qu'elles vont plus rien faire du tout, en fait. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de relâchement, elles vont tomber malades, ou juste elles vont manquer de motivation, elles vont se sentir fatiguées, etc., etc. Alors tant que c'est pas durable dans le temps, faut pas s'en inquiéter non plus, mais en tout cas, ça peut être le signe qu'on a un peu trop forcé et qu'on aurait peut-être dû prendre des pauses avant. Par contre, si c'est durable, effectivement, on n'hésite pas à consulter, parce que se sentir fatigué en permanence, avoir envie de rien sur la durée, ça peut être le signe d'autre chose, et il vaut mieux consulter. Mais la pause est essentielle au travail. Faut presque dire que faire des pauses, c'est aussi travailler, pour ceux qui culpabilisent de faire des pauses, puisqu'effectivement, tu le dis très bien, on est dans une société où on est quand même amené à être tout le temps dans la productivité. Et en fait, juste, on peut pas travailler bien si à un moment donné on n'a pas des temps pour soi, où on se ressource et où l'énergie qu'on va accumuler, elle va pouvoir être réinvestie, alors dans le travail ou dans d'autres choses, mais en tout cas la pause est hyper essentielle. Et même pour les étudiants, parce qu'il y a peut-être des étudiants qui vont nous écouter, la pause est aussi essentielle pour bien mener ses études. Donc il faut préserver des temps pour soi. La pause n'a pas d'âge, tout le monde. Non, mais c'est un investissement sur soi, tu vois. Au final, c'est juste qu'en fait, on veut tout le temps avancer, on veut tout le temps être compétitif avec soi-même, mais en fait, pour des personnes qui veulent toujours des objectifs, ça peut être un objectif juste de se poser et d'investir sur soi pour une fois. Ouais, de ralentir. Puis d'observer ce qui se passe aussi quand on fait une pause, parce que
Pour certains, se poser, c'est angoissant. Donc, de s'observer, de savoir en fait qu'est-ce qu'on se dit quand on fait une pause. Est-ce qu'on est ok avec le fait de se poser? Et puis après, toujours pareil. Si on n'y arrive pas, on peut se faire aider aussi. Et merci d'ailleurs Julie pour ton témoignage à ce sujet. Plaisir. Et du coup, toi, Violette, est-ce que tu peux nous parler un petit peu justement de ce besoin de faire des pauses? Est-ce que c'est quelque chose que tu intègres même dans ta pratique? Voilà. Ouais, c'est un grand sujet en consultation. On parle souvent des pauses avec les patients parce que c'est hyper important, sans rentrer trop dans les détails, d'être à l'écoute de ses besoins. J'ai beaucoup de patients qui ne vont pas penser à manger suffisamment dans la journée, à boire suffisamment aussi, parce que en fait, on est trop absorbé dans ce qu'on est en train de faire. On se pose pas de questions et en fait, à la fin de la journée, on se rend compte qu'on est affamé, qu'on s'est même pas demandé est-ce que j'ai faim, est-ce que j'ai soif, etc. Et donc, je leur dis d'intégrer des petites pauses, de se demander, ok, comment je me sens, est-ce que j'ai faim, est-ce que j'ai soif, est-ce que j'ai besoin de me servir une petite boisson, un thé vert, par exemple, et de garder cette habitude-là, de prendre une pause, de se demander est-ce que mon corps a besoin de quelque chose, et de reprendre le travail un petit peu ensuite. Ok, donc il faut montrer l'exemple et boire sa petite tasse de thé. Il faut qu'on, tout le monde prend un petit moment en conscience. Non, parce qu'on parle, mais est-ce qu'on montre l'exemple? Est-ce qu'on le fait nous? On est des bons élèves. Le meilleur apprentissage, c'est celui par imitation. Voilà, il faut le savoir. On le fait bien. Merci beaucoup pour vos partages. C'était hyper inspirant. Je pense qu'on est toutes dans un mood un peu de rentrée où on ne se met pas la pression, où justement on intègre des moments qui nous font du bien en fonction de nos parcours, en fonction de nos valeurs, en fonction de nos objectifs. Et voilà, j'espère que vous allez faire de même aussi à la maison. N'hésitez pas à nous dire même en commentaire c'est quoi vos petits moments bien-être, c'est quoi vos petites routines. C'est hyper important et on l'a vu, chacune a son petit moment à soi et prend soin d'elle différemment. C'était un très beau moment de partage avec vous, mais maintenant, j'ai un petit jeu pour vous. On va passer au sous-côté, sur-côté. Bon, les filles, je suis un peu d'humeur joueuse. J'ai envie d'avoir votre avis. On est sur les réseaux sociaux, toutes sous des aspects différents, mais quand même, on peut pas se mentir, on peut pas louper le fait qu'il y a des trends. Et qu'on en voit passer toute l'année, il y a beaucoup d'injonctions autour du bien-être, etc. Et donc moi j'avais envie d'avoir votre avis sur des tendances un peu bien-être. Est-ce que c'est sous-coté? Ou est-ce que au contraire, c'est sur-coté? Et qu'on parle un petit peu justement de tout ça. On a des très jolies pancartes et j'ai hâte d'avoir votre avis. Donc si vous êtes prêtes, on commence avec la première. Faire du sport pour perdre du poids. Sous-coté ou sur-coté? Je suis le genre de personne qui peut se tromper. Tu as vérifié ta pancarte? Là, je me suis pas trompée, mais là, depuis tard, je me dis, ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est bien, ça c'est bien. Sur-côté, on est toutes d'accord. Là, au moins... on est très d'accord. Violette, qu'est-ce que t'en penses, toi, de cette posture de on fait du sport pour maigrir? Il y a plusieurs choses qui me dérangent. C'est que, premièrement, déjà, si on est juste factuel, c'est pas ce qu'il y a de plus efficace. Il n'y a pas de changement dans l'alimentation. C'est pas juste le fait de se mettre au sport qui peut permettre de constater une différence. Notre corps en général s'adapte, donc on peut avoir plus faim parce qu'on s'est plus dépensé, on peut être un petit peu moins actif le reste de la journée parce qu'on est un peu plus fatigué. Donc déjà, d'un point de vue juste efficacité, c'est pas le mieux. Mais moi, ce qui me dérange au-delà de ça, c'est aussi le message qu'il y a derrière. Le côté, en fait, je fais pas du sport pour ma santé, je fais pas du sport pour me faire plaisir, je fais pas du sport pour, prendre confiance en moi. Je le fais d'une certaine façon un peu pour me punir. Il y a souvent ce côté, j'ai mangé une pizza, donc je dois aller courir 30 minutes. Ou bien, à l'inverse, un peu le côté récompense. J'ai fait du sport, donc j'ai le droit de manger tel aliment. Ouais. Et ça, c'est vraiment des façons d'appréhender l'alimentation qui sont un petit peu problématiques et sur lesquelles on travaille pas mal en consulte. Toi, Julie, t'as pu avoir ce genre de pensée à un moment? C'est quoi ton rapport au sport? Est-ce qu'il y a une dimension plus bien-être? Ouais, alors moi j'ai eu des rapports au sport qui ont été complètement différents. J'ai pratiqué le sport en compétition, à m'entraîner plus de 14 heures par semaine en gymnastique artistique. Puis en fait, je me suis rendu compte peu de temps après mon accident aussi que ma manière d'appréhender le sport, elle l'avait changé puisque en fait je pouvais plus être en compétition avec ce corps qui avait souffert, qui était passé par des cases d'hôpital, de coma artificiel, etc. Et donc en fait j'ai dû réadapter, revoir un peu ma façon de m'entraîner. J'ai la chance d'avoir toujours eu un rapport sain avec l'alimentation, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Je pense que le sport, il faut le pratiquer
en écoutant son corps, en conscience de son corps, essayer de comprendre ses besoins, pourquoi. Pas tout le temps être en fait dans le fait de vouloir repousser ses limites, pratiquer parce qu'on en a envie et pas, encore une fois, sous le poids de la comparaison. Et je pense que malheureusement, dans l'ère des réseaux sociaux aujourd'hui, on voit des corps pseudo-parfaits. Je dis bien pseudo-parfaits dans le sens où déjà la perfection, elle est propre à chacun. Les corps aujourd'hui auxquels on fait face, ils sont beaucoup retouchés. Énormément et voilà, et donc forcément tout est biaisé dans cette pratique du sport, et je pense que le plus important, moi qui pratique énormément, c'est de pratiquer en conscience de son corps, de ses besoins et de rester propre à ses valeurs. Oui, finalement il y a une dimension aussi de juste prendre du plaisir, mais encore une fois on y revient, mais c'est hyper important. C'est peut-être la base, franchement. Enfin, tu vois, il y a plein de modes de sport, il y a eu le yoga, le pilate, etc. Et en fait il y a des trucs, moi j'ai essayé le pilate. Moi aussi. Au bout de 9 séances quand même. Tu vois, je suis allée goûter, j'ai pris le carnet de 10 séances, j'ai pas fait la 10e, et vraiment, au bout d'un moment, j'étais là, je m'ennuie. Ouais. Tu sais, tu penses à ta liste de courses, et j'étais là, mais en fait, c'est pas fait pour ça. Le sport, c'est aussi fait parce que t'as envie de te vider la tête, t'as envie vraiment de pouvoir prendre du plaisir, et la notion de plaisir, elle est hyper importante. Ouais. Toi, Mathilde, c'est quoi ton rapport au sport aussi Globalement, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. Le sport, en fait, ce qui va être important de repérer, c'est la fonction du sport. Si c'est un comportement compensatoire, en fait, sur la durée, ça peut amener à d'autres choses comme des troubles du comportement alimentaire notamment. Et ça, du coup, on sait que pour la santé mentale et pour le bien-être, du coup, ça va pas jouer pour le bien-être. Au niveau de l'image du corps, on sait effectivement que ce qui nous est proposé aujourd'hui, c'est quand même des corps qui sont, avec des attentes irréalistes. Donc, on en revient à toujours des objectifs qui sont inatteignables, irréalistes, etc. Donc, une fois de plus, le sport doit se faire avec amour, parce qu'en fait, un corps bouge, un corps est en mouvement, et puis surtout, il faut aussi revoir ce qu'on entend par la notion de sport, en fait. Le sport, c'est pas forcément faire de la musculation, c'est pas forcément être fité, c'est pas tout ça, en fait. Quand on va marcher, quand on met son corps en mouvement, quand on danse, il y a tellement de façons, en fait, de prendre plaisir à sentir son corps, à bouger son corps, et puis lui aussi lui redonner la fonction qu'il a, première, qui est pas une fonction d'apparence physique. Notre corps, il nous sert à faire plein de choses, à manger, à respirer, à sentir, à aimer, à enlacer, et on revient sur cette notion d'amour qui est infinie en fait. Et quand on aborde les choses avec ça, comme ça, c'est une source d'énergie infinie aussi. On passe à la deuxième tendance, choisir de bons aliments pour favoriser mon bien-être. Sur-côté, sous-côté. Moi, je suis d'accord. Je suis trop d'accord avec vous tout le temps. Mathilde, elle est entre deux. Ce sera l'occasion de. C'est parce que c'est pas lequel est le bon côté. C'est que, de bons aliments. En fait, il faut repositionner la question de c'est quoi un bon aliment. Voilà. Après, je pense que c'est important de. Après, là, on n'est plus dans mon domaine d'expertise. Je pense que c'est important de s'alimenter de façon équilibrée. Il faut aussi poser la notion de qu'est-ce que c'est une alimentation équilibrée. Donc je peux pas dire que c'est bien ou mal entre guillemets de manger des bons aliments. J'imagine que moins c'est transformé, moins plus c'est naturel, etc. Mieux c'est. Après on se tue pas la vie si on mange un aliment transformé. Enfin, je pense que ça a nuancé en fait. Et puis aussi c'est quoi un bon aliment? Violette, c'est toi qui pourras nous éclairer là-dessus. Est-ce qu'il y a des meilleurs aliments que d'autres et comment on peut aborder cette question? Non, c'est, comme a dit Mathilde, c'est vraiment à nuancer. On peut pas déjà classer les aliments en bons aliments, en mauvais aliments. C'est une vision binaire qui est vraiment très très simpliste. On va dire même un aliment qu'on classerait spontanément comme un bon aliment, si on en mange beaucoup trop, ce n'est plus un bon aliment. Si on ne mange que ça, c'est pas un bon aliment non plus. Et ceux qu'on peut classer comme mauvais, qui ont cette étiquette un petit peu de mauvais aliments, en réalité, ils sont toujours mauvais passé un certain seuil. Donc en fait, il faut toujours voir l'alimentation de façon globale. Est-ce qu'elle est équilibrée? Est-ce que d'un point de vue purement nutritionnel, on a les bons nutriments dans les bonnes quantités, mais est-ce que aussi c'est des aliments qui nous plaisent? Est-ce qu'on a un bon rapport à l'alimentation? Après, on sait effectivement que l'alimentation
a un impact sur la façon dont on se sent, donc le niveau d'énergie, même nos fonctions cognitives, tu vois, la concentration, la mémorisation. Donc c'est sûr que ça a un impact aussi de ce point de vue-là. J'ai mis sous-côté, mais je pense que il y a on a de plus en plus conscience de ça, du fait que l'alimentation joue beaucoup sur la façon dont on se sent. Donc un petit peu entre les deux aussi. Ouais, on est un peu tous à nuancer de toute façon. Justement, en introduction, on parlait du thé vert et le fait qu'il contienne des flavonoïdes qui sont aussi présents dans d'autres aliments comme le brocoli. Je suis une fan de brocoli, c'est mon légume préféré, donc vraiment, je ne savais pas qu'il était enrichi aussi en flavonoïdes, donc comme quoi, voilà, on apprend des choses. Est-ce que, justement, de fait de savoir qu'il y a certains aliments qui sont peut-être enrichis en micronutriments, on entend souvent parler de lipides, protéines, glucides, le côté macro, mais est-ce qu'on s'intéresse aussi à la consommation de ces bioactifs qui sont présents, comme par exemple dans le thé vert? Ouais, effectivement. Alors je vais juste préciser, t'as parlé d'aliments enrichis. En nutrition, on a des aliments, si tu veux, quand on parle d'enrichissement, c'est que c'est quelque chose qu'on a rajouté dans l'aliment qui n'était pas naturellement présent. Et en l'occurrence, dans le thé vert, les flavonoïdes sont naturellement contenus dedans. C'est pas quelque chose qu'on a rajouté en plus. Parce que c'est juste des plantes, de l'eau, il y a pas de sucre, il y a pas d'ajout. Exactement. Et c'est vrai que ça, c'est des aspects qui sont un petit peu négligés. Souvent, on entend parler des calories, beaucoup. On entend parler des glucides, des lipides, des protéines. Mais les aliments, c'est beaucoup plus que ça. C'est toute une structure. On a ce qu'on appelle aussi des micronutriments dedans, donc les vitamines, les minéraux, etc. Et les flavonoïdes, justement, font partie de la famille des polyphénols. Et ce sont, comme tu l'as dit, des bioactifs naturels qu'on retrouve dans le brocoli, dans les fruits et légumes, et aussi en grande quantité dans le thé vert. J'en ai une autre pour vous. Alors celle-ci, peut-être qu'on va être d'accord, pas d'accord, on va voir. Les morning routines favorisent mon efficacité et mon bien-être. Sous-côté, sur-côté. Ah, c'est le dilemme. Je peux faire ça. Ouais, on est un peu toutes... Moi aussi, je fais ça. Ah, Violette est plus... Ça dépend ce qu'on entend. Moi, morning routine, ça m'évoque les vidéos un peu clean girl, où on se lève, tout est rangé, tout est ordonné, je fais 5 minutes de journaling, des choses comme ça. Donc ça, je dirais un petit peu surcoté. Après, le fait d'avoir une routine qui nous fait plaisir, pour démarrer la journée, du coup... Je suis plus comme ça aussi. Julie, toi, comment Pareil. En fait, moi, j'ai vraiment eu des soucis. Moi, de toute façon, je vais beaucoup axer ça sur les réseaux sociaux, encore une fois, parce que c'est notre métier. Les routines beauté ou les morning routines sur les réseaux sociaux, pour moi, ça a été très compliqué. Il faut imaginer, tu vois, une jeune fille qui a été accidentée. On peut même prendre l'exemple, tu vois, même sans parler de moi, une jeune fille qui a été accidentée, qui a du mal même à regarder sa peau dans un miroir ou qui a du mal à toucher sa peau, va confronter des esthétiques clean girl qui sont là avec leur gua sha, machin et tout, et t'es là, tu dis mais moi je peux même pas toucher ma peau en fait. Donc ça c'est très compliqué, donc c'est pour ça que pour moi ça c'est complètement surcoté, et en même temps il y a une forme de pression acharnée à devoir suivre un rythme, et en même temps il y a un truc je pense à la fois qui est un peu sous-coté, parce que avoir sa propre morning routine, encore une fois, sans comparaison, quelque chose qui nous fait du bien, prendre le temps, prendre sa petite tasse de thé vert, savourer son thé, se poser, écrire si on a envie d'écrire, lire si on a envie de lire, aller marcher dans la forêt si on a besoin d'aller marcher dans la forêt, s'instaurer ce petit cadre juste pour soi et sans comparaison, sans avoir besoin aussi de le montrer sur les réseaux. Ça, je pense que c'est sous-côté. Merci beaucoup. Moi, je suis passée en sous-côté. J'ai changé. En fait, je suis complètement d'accord avec tout ce que vous dites. Et en même temps, si on parle d'un truc personnel, il y a eu des moments de ma vie où le fait d'avoir une routine, ça m'a beaucoup aidé. Mais il faut accepter qu'il y ait de la flexibilité et que cette routine, elle évolue. Quand j'étais jeune maman, que mon fils était tout petit, je l'allaitais, etc. Donc j'étais vraiment dédiée à lui et j'ai l'impression de manquer de temps de ouf. J'ai découvert la Miracle Morning là, dont tout le monde parlait. Je me levais super tôt, mais en même temps, j'avais du temps pour moi. Et en même temps, aujourd'hui, je verrais pas du tout l'intérêt de reproduire cette routine maintenant parce qu'il a grandi, parce que je trouve du temps autrement pour moi. Mais c'est en mouvement. Voilà. Je pense que c'est important, cette flexibilité. Et en plus de ça, tous ces trucs de Miracle Morning, etc., pour certaines personnes, c'est complètement délétère. C'est-à-dire qu'à un moment donné, te lever à 5 heures du mat, etc.,
En fait, par exemple, si t'es un gros dormeur et que t'es plutôt en chronotype lève-tard, bah en fait la morning routine, ça va être tellement pas adapté à toi que ça peut te créer d'autres problèmes plus graves que ça. Donc en fait, les recettes miracles qui vendent une routine universelle pour tous les êtres humains, ça efface complètement la diversité en fait des êtres humains et c'est complètement à côté de la plaque. C'est-à-dire que c'est important que chaque routine, il y a autant de routines que d'êtres humains en fait. C'est pas possible de créer une routine universelle. Par contre, les routines peuvent être importantes. Ça permet de gagner en efficacité. Ça permet. Puis pareil, une routine, c'est pas obligé que ce soit des trucs de fou. Hein. Enfin, grosso modo, une routine, c'est un peu des choses dans le même ordre, un peu le matin, quoi. Moi, ma routine, typiquement, c'est pas un truc de fou. Je me lève, je prends une boisson chaude comme le thé vert, je me lave, et je vais pas randonner, j'ai pas le temps. Enfin, j'ai une petite fille, donc vraiment. Et ça va plus que ça, mais c'est dans le même ordre. Donc, ça me permet de gagner en efficacité. Là où il faut faire attention, c'est quand la routine, elle va être présente au point où on ne peut pas s'en détacher. C'est-à-dire que les routines, c'est super. Avoir des habitudes, c'est super à intégrer dans son quotidien parce que ça permet aussi d'automatiser certains comportements, etc., qui sont bien pour nous, dans lesquels on se sent bien. Mais voilà, attention aussi au côté... j'ai tellement besoin de mes routines que, en fait, dès que je sors de cette routine-là, ça me génère de l'anxiété. Et du coup, les déplacements vont être compliqués, par exemple, ou je vais être complètement perdue si jamais j'ai pas. Donc, en fait, tout est nuancé et nuançable, et c'est pour ça que je fais l'éventail avec les trucs. Qu'est-ce que tu conseilles, par exemple tu vois, on parlait de la santé mentale tout à l'heure. Moi, je te disais que, du coup, là, ma santé mentale a été mise à rude épreuve. Instaurer une routine, ça m'a beaucoup aidé. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller pour pas tomber dans cette routine de dépendance, si je peux dire? Juste de faire attention En vrai, il n'y a pas grand-chose à conseiller. Je pense que quand on tombe dans des routines comme ça, dans lesquelles on peut pas se détacher, ça peut être le symptôme de tout un tas de choses, de l'anxiété ou même d'autres choses. Mais en fait, de toute évidence, si ça commence à devenir une source de souffrance comme d'habitude et qu'on ne peut pas en fait se décoller de sa routine, ça veut dire qu'on a besoin d'aide et le mieux c'est d'aller consulter parce que probablement que les raisons qui font que elles sont c'est pas les mêmes chez quelqu'un que chez quelqu'un d'autre et du coup pareil tu vois je pourrais même pas te donner un conseil que tout le monde pourrait appliquer et puis bon en fait même faire attention à ce que sa routine ne tombe pas c'est déjà avoir une inquiétude enfin en vrai si la routine est super et ça vous fait du bien faut même pas le plaisir on y revient toujours faut même pas trop se poser de questions quoi mais par contre effectivement ces sources de souffrance on reste pas tout seul quoi. La méditation me permet d'être plus détendue et dans le moment présent. Là, je sais pas du tout. J'ai l'impression de faire de l'éventail à chaque fois. Moi, j'ai appris, grâce à mon amie Mathilde ici présente, que la méditation, on en a fait l'éloge beaucoup, mais qu'en réalité, chez certaines personnes, c'est à nuancer, il me semble, en fonction de comment on se sent en général dans la vie, si ça devient un outil un peu d'évitement. C'est ça, c'est-à-dire que déjà ça dépend quoi. Alors tout ce qui est pleine conscience sur les émotions, etc. Ça peut être bien en l'occurrence, mais déjà il faut pas confondre la méditation avec la relaxation par exemple. Ou la relaxation typiquement dans les troubles anxieux c'est plutôt déconseillé. Enfin c'est même pas du tout conseillé d'en faire parce que ça va être saisi d'une telle manière où sur du long terme ça peut même aggraver les symptômes de l'anxiété, enfin des troubles anxieux. La méditation typiquement chez des personnes qui souffrent de dépression ou chez des personnes en crise suicidaire, ce genre de choses, c'est même déconseillé. Donc en fait, c'est pareil, c'est un outil. Et un seul outil pris de façon isolée ne peut pas convenir à tout le monde et ne peut pas répondre et soigner comme une baguette magique toute une problématique. Et donc à ce niveau-là, je dirais que c'est quand même assez surcoté. Vous pratiquez, vous les filles ? Ouais, la méditation. Moi, pas trop. Pas trop. Mais je rebondis sur ce que disait Mathilde. Les outils peuvent être, détournés un petit peu aussi. Enfin, moi, je sais que dans l'alimentation, par exemple, il y a le côté la méditation. Moi, j'en ai entendu parler dans ma pratique, dans le côté, j'ai envie de manger un produit sucré. Ma technique, c'est que je vais méditer 10 minutes pour que l'envie passe. Ah ouais. Donc voilà, c'est des outils qui parfois sont détournés de leur usage principal, on va dire. Ouais, et dans ce cas-là, oui, c'est un petit peu surcoté. On en entend un peu tout le temps parler pour tout et n'importe quoi de la méditation. Moi, à titre perso, je n'ai jamais
Et au quotidien, toi, dans ton lifestyle, Julie, tu pratiques Personnellement, c'est quelque chose qui m'a fait beaucoup de bien et qui me fait encore beaucoup de bien. Encore une fois, à juste mesure. Il y a des moments où je ne vais pas me sentir parce que je peux avoir des moments d'angoisse et tout. Déjà, je vous le dis, c'est impossible de méditer avec des angoisses, en fait. Franchement, physiquement, physiologiquement, c'est impossible. En fait, tu peux pas. Genre, il y a quelque chose en toi qui fait que tu peux pas te plonger. Et donc, en fait, je pense que, encore une fois, alors peut-être que quand on est en dépression, c'est encore différent. C'est très dur d'être à l'écoute de son corps quand on est en dépression. Mais en tout cas, si vous n'êtes pas avec des symptômes dépressifs, écoutez votre corps. Si vous n'y arrivez pas, ne forcez pas la méditation. Je pense que c'est en fait, c'est pas parce que des gens autour de vous y arrivent et que ça marche pour eux que fondamentalement ça va marcher pour vous. Et encore une fois, c'est rester à l'écoute, quoi. C'est clair. La méditation dans la dépression, une fois de plus, tout à fait. c'est même pas conseillé, quoi. C'est-à-dire que c'est pas ça qui va vous, c'est pas ça qui, on guérit pas d'une dépression en faisant de la méditation, quoi. En tout cas, c'est pas les recommandations actuelles. Après, peut-être qu'un jour ça le sera, mais là, actuellement, les études, elles disent pas que la méditation, ça soigne la dépression. On continue avec les dates en solo. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites? Est-ce que c'est quelque chose que vous trouvez sous-côté, sur-côté? Un petit peu, les dates en solo, on est toutes... J'en ai jamais fait perso. Donc, je dirais sous-côté parce que ça mérite d'être testé, mais je pourrais pas partager mon expérience. Est-ce que vous avez des moments tout seul? Moi, j'en ai beaucoup, notamment avec le travail. Oui. Donc, on se retrouve. Enfin, moi, je me retrouve très souvent seule. Donc, je pense qu'il n'y a pas de meilleur moment quand t'es. Enfin, encore une fois, la Julie d'avant aurait dit sous-côté parce que je trouve qu'il n'y a pas de meilleur moment. Quand t'es seule pour apprendre à te connaître toi-même, savoir ce dont t'as besoin, je pense que c'est essentiel pour se connaître. Et je dirais qu'à la fois c'est surcoté parce que quand tu vis des moments où t'es en anxiété, où t'es en angoisse, se retrouver seule, c'est très compliqué. Et donc encore une fois, t'as ce truc de faites des dates en solo, apprenez à vous aimer, apprenez à vous connaître. Il y a que comme ça que vous vous connaîtrez, que vous saurez ce dont vous avez besoin pour être heureux, pour être bien. Et en fait, il y a des moments où tu ne peux pas être seule, où tu as besoin d'être accompagné. Et donc il y a toujours un juste milieu. Être à l'écoute de ses ressentis, dans tous les cas, c'est vrai que ça revient beaucoup. Prendre du plaisir et manger sainement, est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on peut manger sainement et prendre du plaisir? C'est même essentiel, en fait. C'est dans la définition. Manger sainement, c'est quoi? C'est avoir une alimentation favorable à la santé. La santé qui se définit quand même par 3 axes, le bien-être physique, mais aussi le bien-être mental et social. Donc, une alimentation qui est focus santé physique, en gros, j'ai besoin de telle quantité, de tels nutriments, etc., qui néglige complètement les 2 autres aspects, ce n'est pas une alimentation saine, si on prend la vraie définition du mot santé. Il y a vraiment ces 3 piliers, quoi. Exactement. Donc c'est vraiment essentiel que le plaisir soit partie intégrante de l'alimentation, des choix alimentaires qu'on fait. Tu vois, si tu te mets à ne plus oser aller au restaurant avec ta famille, avec des amis, parce que ça ne rentre pas dans ton régime, etc., on n'est plus sur quelque chose de sain, même si on essaye de rebaptiser ça en discipline, en des mots qui cachent un petit peu ça. C'est vraiment un aspect essentiel. On est un peu dans le thème, organiser sa rentrée, pression, sécurité. Est-ce que organiser sa rentrée, la planifier, c'est sous-côté ou sur-côté? Moi, je suis en milieu. Mi-figue, mi-raisin. Voilà, c'est ça, vraiment. Toujours la nuance. Comment est-ce que toi t'abordes l'organisation? Enfin, est-ce que c'est quelque chose qui peut structurer? En fait, s'organiser pour la rentrée, c'est pas complètement dénué de sens, on va pas mentir. L'organisation, on a besoin d'organiser, on a besoin d'anticiper, mais c'est toujours pareil. Quand l'organisation, la planification, l'anticipation, ça devient un moyen de contrôle face à l'anxiété, du coup, c'est plus adapté et ça peut générer de la souffrance. Donc, c'est jusqu'à quel point on va dans l'organisation. Sachez que tout ce qui est planification, organisation, anticipation, perfectionnisme, tout ça, c'est des traits qu'on peut retrouver, c'est des processus qu'on peut retrouver même dans les troubles anxieux, par exemple. Donc, oui mais non. Organiser, oui, évidemment, on va pas y aller, c'est parti. Et en même temps, donc c'est normal de s'organiser. Je veux dire, ça a du sens de le faire. Mais jusqu'à une certaine limite. À partir du moment où ça génère de la souffrance,
Par exemple, j'ai organisé ma journée, il y a une copine qui m'appelle, j'ai un petit moment pour boire une petite tasse de thé vert avec toi, j'ai envie qu'on passe un moment oui, si ensemble. ça permet pas de faire face à l'imprévu. C'est pas dans mon planning, je peux pas le faire. Est-ce que c'est un peu ça devient un peu touchy quoi. Si ça amène de la rigidité et le fait que du coup le côté spontané imprévisible génère de l'anxiété, de l'angoisse et que déroger de cette organisation voilà, et que ça met à l'épreuve en fait des capacités d'adaptation, oui, on peut dire que c'est plus fonctionnel. Et là, comme d'habitude, on va consulter. Julie, toi, t'es organisée? T'es team organisation? Je suis team procrastinatrice. C'est ok. Je suis team YOLO. Tout va bien. Non, j'ai jamais été du genre à tenir des grosses to-do list et tout. Je me suis rendu compte que c'était bénéfique pour moi de le faire parce que sinon j'avais mes idées qui partaient dans tous les sens. Voilà, et encore une fois, comme tu disais, je pense que c'est jusqu'à un certain moment et que ça soit pas un moyen de fuite, tout simplement, pour éviter d'autres choses. Donc, voilà. Merci beaucoup. Moi, je suis très team organisation, mais parce que ça me fait pas du tout souffrance. Non, je suis team organisation parce que j'ai l'impression que, en fait, c'est aussi pouvoir se planifier des moments à soi. Et en fait, c'est aussi comme ça que moi, j'ai vachement changé ma notion d'organisation. Avant, j'avais tendance à croire que justement, plus t'en avais à faire, mieux c'était et plus t'étais productive. Et c'était des journées à rallonge avec des to-do list qui n'en finissaient pas et des horaires de travail qui n'avaient aucun sens. Et ça empiétait du coup sur le bien-être et la vie de famille, etc. Mais justement, maintenant, j'aborde l'organisation comme un moyen de pouvoir aussi me caler des moments de bien-être, de pause, pour voir mes amis, pour voir de la famille, pour faire du sport, etc. Et de toute façon, on l'a répété, l'important c'est la flexibilité. Dernière petite phrase, mais ça, je pense que je connais déjà la réponse. Vous l'avez compris ici, on est un peu team, on fait attention à soi et on prend soin de soi. Est-ce que demander de l'aide pour sa santé mentale, pour sa santé physique, pour son bien-être, pour la food, pour même le sport, se faire accompagner, est-ce que c'est surcoté ou sous-coté? Là, au moins, il n'y a pas d'hésitation. Sauf si on le demande à n'importe qui. Voilà. Oui. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde se donne un peu, se dit expert sur mais notamment sur les réseaux sociaux, de plein de sujets. Et Violette, je pense qu'en nutrition, c'est le cas aussi. Ouais, je pense qu'on sera d'accord avec Mathilde, mais c'est vrai que, alors, pour la psychologie, je sais pas, mais du côté de la nutrition, c'est pas très encadré. Donc, si tu veux, beaucoup de personnes s'improvisent nutritionnistes, coach en nutrition, conseiller en nutrition, tout ce que tu veux, sans avoir forcément les qualifications nécessaires. Voilà, c'est des choses qui sont très demandées, donc c'est facile de se faire un petit business là-dedans. Or, du côté des prises en charge, moi je le vois, je récupère souvent des patients qui ont connu ces prises en charge-là. C'est difficile derrière de rattraper. Donc l'initiative de consulter, de demander de l'aide, c'est super et sous-coté à 100%. En revanche, effectivement, faire attention à qui on demande de l'aide, ne pas confier sa santé à n'importe qui, parce que sinon, il y a vraiment un risque d'aggraver même les choses de ne pas trouver forcément de solution au problème. Je pense que Mathilde aurait pu coller le discours de Violette à la santé mentale. Vous prenez le discours, vous remplacez nutrition et diététique par psychologie. Vous avez effectivement, on peut mal tomber, c'est peu assez encadré. Et c'est bien dommage parce qu'effectivement parfois ça retarde les diagnostics, ça amène des personnes en souffrance dans des errances médicales et sur des personnes qui se font quand même un gros business sur la santé mentale des gens. Et ça c'est quand même même au niveau de l'éthique assez questionnant. Donc questionnez les personnes que vous allez voir, demandez les formations, quelqu'un qui fait du soin, que ce soit en santé mentale ou en santé, il répond aux questions, il explique ce qu'il fait, on peut se fixer des objectifs, on peut collaborer, tout ça c'est des critères importants à prendre en compte quand on va voir quelqu'un. C'est bien d'aller voir quelqu'un, mais pas n'importe qui en gros. Voilà. Et puis surtout, on a quand même cette injonction de tu es ton seul pilier, toi seul pourras. On se fait tout seul. En fait, on ne se fait pas tout seul. On a besoin des autres pour vivre, pour s'accomplir, et c'est tout à fait normal. L'injonction de il ne faut se suffire qu'à soi-même et en fait, si tu demandes l'aide, t'es un gros faible quoi. En fait, malheureusement, ça amène les gens à ne pas consulter, surtout qu'il y a beaucoup de
de stéréotypes sur les psychopathologies, de la désinformation, etc., qui peuvent générer de la honte, qui aussi retardent les demandes d'aide. En fait, quand c'est ok de demander de l'aide, quoi. Ouais, mais même au-delà des professionnels, c'est ok de demander de l'aide quand on en a besoin. On est des êtres sociaux, donc nous avons besoin des autres pour fonctionner. Violette en a parlé. Les 3 piliers, c'est important. Exactement. Merci beaucoup. N'hésitez pas à participer aussi en commentaire si vous souhaitez nous dire un peu votre avis. Est-ce que vous trouvez que c'est surcoté, sous-coté? Comment est-ce que vous abordez un peu ces questions-là? Et on passe à la 3e partie. Et là, on va parler de vos petits moments bien-être à vous. Bon, on en a parlé un peu tout à l'heure de ces fameuses routines parfaites. Et il se trouve qu'en off, je vous ai demandé un peu, vous, ce que c'était votre routine. Et on va voir à quel point, justement, il n'y a pas de routine parfaite et à quel point chaque être humain peut avoir ces petits moments pour se faire du bien, ces petits moments bien-être. Donc c'est parti, j'ai hâte de découvrir ce qu'il y a dans vos routines. Merci. Merci. Hop. Bon, si ça vous va, j'introduis et après, j'écoute avec attention vos petites sélections. Alors, bon, qui dit moment pour soi, dit moment pour moi un peu hors des écrans parce que dans le boulot qu'on fait, on est quand même sans cesse derrière les écrans. Enfin, mon temps d'écran, c'est vertigineux. Vraiment, des fois, je le regarde, je me dis c'est pas possible, il ment. Je ne veux pas le croire. Du coup, j'essaye d'introduire aussi des moments créatifs. Je le fais pas avec l'idée de se dire injonction, genre il faut absolument que je fasse autre chose que les écrans, mais aussi parce que en fait j'ai envie d'apprendre si j'aime ou j'aime pas. Des fois je commence des trucs, tu sais, genre la poterie je déteste. Par contre tout ce qui est dessin et tout, ça me fait plaisir. Donc ça fait partie de ma routine. Autre moment bien-être, quand je bois une boisson, notamment boisson chaude ou boisson froide l'été, du thé vert par exemple, et dans ces moments-là, c'est vrai que je suis en conscience, je vais écouter un podcast par exemple, et me préparer ma petite boisson en même temps, et prendre un moment où j'accepte aussi d'être un peu le regard dans le vide, et juste d'être à l'écoute, voilà, vraiment podcast, livre audio, passion. Et comme je suis une grande frileuse... Même en été, j'ai toujours la couette. Pourtant, je suis de Montpellier, donc vraiment, même quand il fait très chaud, j'ai jamais chaud. Donc vraiment, petite chaussette doudou. Avoir froid, ça peut pas être un moment bien-être quand t'as froid. Donc voilà, ces éléments réunis font que c'est ma routine parfaite. Et toi, Violette, qu'est-ce que tu as dans ton panier? Alors, du coup, j'ai aussi la petite tasse de thé. Moi, je travaille devant un ordi, donc j'ai toujours la tasse qui est posée pour penser à boire et à m'hydrater tout au long de la journée. Ça peut être de l'eau, ça peut aussi être du thé vert. On a cette petite idée reçue qui persiste, selon laquelle on ne pourrait pas s'hydrater avec du thé, mais en réalité, c'est largement compensé par la quantité d'eau qu'il y a dans la boisson. Donc, on peut également s'hydrater en buvant du thé vert. À côté de ça, bon, un petit peu cliché, mais j'ai l'ustensile de cuisine, voilà, diététicienne, donc le fait de cuisiner, moi, c'est quelque chose qui me plaît. On parlait de l'organisation avant, ça permet de planifier aussi un petit peu les repas. Je suis adepte du meal prep, de planifier un peu les repas à l'avance pour m'enlever cette charge mentale au quotidien. Et pour finir, on a la petite brique de yoga. Dernièrement, c'est une activité que j'ai commencé récemment. Et en ce moment, j'ai ma petite routine d'étirement tous les soirs. Et ce que je trouve intéressant, c'est que c'est seulement 10-15 minutes par jour. On pourrait se dire, mais ça sert à rien du tout de faire 10 minutes tous les jours. Et en fait, on voit que sur 6 mois, on progresse énormément. Je fais des étirements pour essayer de gagner en souplesse. Et en fait, ça a un intérêt, même si on ne fait ça que 10 minutes par jour. Le fait de le répéter, on voit la progression. Et ça, je trouve ça intéressant. Ouais, c'est des petits moments, mais ça compte quand même. Il faut Exactement. pas s'arrêter à la perfection. Au contraire, des petits moments un peu tous les jours, un peu quotidiennement. Merci pour ce partage. Julie, quelle est ta routine bien-être? Ma routine. On va déjà retrouver, je pense que le premier objet, c'est forcément un journal. Moi, j'écris énormément, j'ai toujours écrit, donc j'ai besoin de vider ma tête constamment. Ça me permet de me recentrer vraiment. Et puis même, le fait de me relire montre aussi ce par quoi je suis passée, comment j'ai évolué. Ça permet d'avoir un point qui m'aide énormément. Après, on va retrouver une petite haltère. Bon, l'haltère, pas forcément que l'haltère, je fais beaucoup de surf, beaucoup de yoga, mais c'est un moyen pour moi d'illustrer le sport et de dire que rester en mouvement dans ma routine m'aide énormément.
Et mon dernier objet, parce qu'il est dans ma poche, ça va être mon téléphone. Alors je sais que je passe énormément de temps déjà dessus, mais vu que j'ai déménagé, ça me permet aussi de rester en contact avec ma famille, avec mes amis qui sont eux restés sur la Côte d'Azur. Moi maintenant je suis côté Landes et ça me permet juste de pas m'isoler et de pouvoir maintenir ce contact. Et je trouve que c'est juste hyper important dans ma routine de pouvoir parler, simplement. Merci beaucoup. Mathilde, qu'est-ce que tu as dans ton panier, dans ta routine? Alors je sais pas si je peux parler de routine, mais en tout cas de moments vraiment qui me font du bien. Parce qu'il y a un des objets, c'est pas une routine, on va pas mentir. Bon, je vais le dire. Il y a un peu un combo des deux entre les lunettes de soleil et le mug, parce que être à une terrasse, quelle que soit la terrasse, un café ou chez moi, avec du soleil, des amis ou mon chéri ou ma fille, enfin bien accompagné avec une boisson chaude et de quoi se protéger les yeux, j'adore le soleil. Voilà. Et j'adore le train, donc non, c'est faux. Mais en tout cas, j'aime bien voyager, j'aime bien bouger et ça fait partie des choses qui me font du bien, mais vous en doutez, je fais pas ça tous les matins ou tous les jours. C'est pas ta routine. Donc on peut pas dire que c'est une routine, mais j'aime bien découvrir d'autres choses et ça me fait vraiment du bien. Oui, puis on est pas j'adore obligé de le partager. Ouais, on n'est pas obligé de partir à l'autre bout du monde. Ça peut aussi être juste changer de ville pour un week-end, sortir justement de ce qu'on connaît. Donc un petit billet fait par Lipton, genre trop mignon. Trop mignon. À mon nom. Voilà. Merci beaucoup les filles, c'était hyper intéressant parce que finalement il y a aucune routine qui se ressemble. Non. C'est ça qui est génial. N'hésitez pas à nous partager peut-être vous aussi votre routine en commentaire. Qu'est-ce que vous aimez faire quand vous avez envie de prendre un moment pour vous, parce que c'est ça qui est bien finalement. Il y a autant de routines que d'êtres humains, donc merci pour ce partage. Et on va passer au dernier chapitre de cette vidéo. Déjà, même si j'adore vous écouter, c'est le Big Sister Tips. On retourne un peu quelques années en arrière. Alors, on revient quelques années en arrière et c'est un peu le moment du Big Sister Tips. Si vous aviez quelque chose à dire à votre vous, enfant, ado, un conseil un peu de grande sœur que vous auriez aimé avoir avant votre rentrée pour vous sentir bien ou même en général, voilà, qu'est-ce que vous diriez? Qu'est-ce que tu dirais, Violette? Moi, je vais rester toujours dans le domaine de l'alimentation, mais vu que c'est un petit peu mathématique, on en a parlé un peu avant, mais quand on veut améliorer son alimentation, c'est très bien. Je suis diététicienne, donc je vais pas dire non, vous inquiétez pas, mangez comme vous voulez. C'est une super initiative. Par contre, comme je l'ai dit, pas besoin de tout bouleverser d'un coup. On a des recommandations, manger plus de fruits et légumes, manger moins de produits sucrés, ce genre de choses. Si on passe de, je dis n'importe quoi, 2 fruits et légumes par jour à 3, et pas aux 5 comme on a les recommandations qu'on connaît, c'est déjà très bien, c'est déjà un progrès. On n'a pas besoin de tout changer d'un coup, et ce qui compte, c'est d'avoir un mieux, pas de viser la perfection. Pareil avec l'exercice physique, l'activité sportive, on l'a dit avant aussi, mais les sports, il y en a des centaines de différents, donc tout le monde peut trouver une activité qui prend plaisir à faire. Si vous passez de pas de sport du tout à une séance dans la semaine, c'est déjà bien. Il n'y a pas besoin de passer de 0 à 5 directement. Donc voilà, de viser des objectifs qui sont réalistes et d'éviter aussi, si jamais on s'est fixé comme objectif 4 séances de sport par semaine, qu'on en a fait 3, c'est déjà très bien. Donc éviter aussi l'autocritique qui revient facilement quand on essaye d'améliorer sa routine, on va dire. Ouais, son bien-être en général. C'est ça. On peut avoir des objectifs long terme, mais se laisser le temps aussi de les atteindre. Bien sûr. Ouais, de prendre le temps. Et toi, Mathilde, qu'est-ce que tu dirais à la Mathilde il y a quelques années? Quels sont tes Big Sister Tips? Je me dirais probablement ce que je dis déjà sur les réseaux et même en consultation, c'est de bien choisir son entourage. C'est important d'être bien entouré en fait, avec des personnes qui vous tirent vers le haut, qui sont heureux de vos réussites. Les relations simples, ça existe aussi. Et même quand il s'agit de sa famille ou de ce genre de choses, c'est important de bien s'entourer parce que l'entourage et l'environnement en fait social aussi va avoir un impact sur la santé mentale. Et après de rester flexible, curieuse et d'être certaine que quel que soit ce que sera la vie, en fait si on fait des rétrospectives, on sait qu'on a réussi à gérer tout ce qu'il y avait à gérer et qu'en fait on y arrivera encore. Et que même si parfois c'est des moments désagréables à passer, on les passe. Et qu'on peut avoir confiance en soi du coup dans sa capacité à gérer même des mauvais moments. Voilà.
Merci beaucoup. C'est beau. Ouais, Julie. c'est très beau. Moi, je me dirais d'oser parler. Parce que j'ai surprotégé ma famille, j'ai surprotégé les gens autour de moi. Donc je me dirais que j'ai le droit de demander de l'aide et que ma santé physique est tout autant importante que ma santé mentale, parce que j'ai tout focus en fait sur mon corps qui était en reconstruction. Donc j'ai vraiment mis tout mon dévolu sur ce corps qui avait souffert, en laissant de côté en fait cette santé mentale. J'ai aussi beaucoup priorisé les autres, des fois à mon propre dépens. Donc je me dirais aussi de m'écouter, d'oser faire de moi une priorité au moins une fois dans la journée. Et c'est ce que je conseille aussi aux gens qui nous écoutent en fait. Prenez juste un moment, un seul pour vous dans la journée. Et le dernier tips de grande sœur que je pourrais donner, c'est fixez-vous des limites sur les réseaux sociaux. Parce que franchement, il n'y a rien de mieux, je trouve, pour aller mieux, pour essayer d'aller mieux. Pour être honnête, j'allais pas bien cet été. Et ce qui a été fou, c'est que Instagram et l'algorithme d'Instagram ont capté presque avant moi que je n'allais pas bien et m'ont fait des recos de choses que j'avais potentiellement besoin d'entendre, et j'ai trouvé ça tellement dangereux. Donc je sais qu'on a tendance à scroller, on a peur de manquer quelque chose constamment, il y a cette comparaison, donc fixez-vous des limites et n'oubliez pas que on est maître des réseaux et que c'est pas l'inverse. Ouais, merci beaucoup, c'est hyper important ce que tu rappelles là, surtout avec nos métiers où on a l'impression, la limite est assez fine. Moi je me dirais, au niveau des objectifs, vous l'avez pas mal évoqué, des objectifs plutôt smart, donc spécifiques, qu'on peut mesurer, qui soient adaptés aussi à la réalité de nos vies, quoi, et pas simplement des objectifs trop larges, genre être heureux. Bon, d'accord, c'est quoi être heureux pour toi? Enfin, voilà. Je dirais aussi que, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, dans une vie bien chargée, planifier aussi du temps pour soi, du temps pour les autres, du temps où aussi, je ne sais pas ce que je vais faire, mais je sais que je ne vais pas caler quelque chose dessus et laisser un peu de flexibilité sur le planning. C'est quelque chose que j'aurais aimé entendre il y a quelques temps. Et puis tester d'autres choses, parce que j'ai tellement ce truc de travail passion, on l'entend beaucoup, que finalement je me laissais pas l'opportunité d'apprendre aussi à aimer autre chose. Donc ça passe par la créativité, ça passe par essayer des sports, mais aussi apprendre à se connaître à travers ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, et ne pas avoir peur aussi d'essayer et que ça nous plaise pas, ça nous convienne pas, mais ne pas se limiter en fait dans ses possibilités. Donc c'est ce que je me dirais à la Léa d'il y a quelques temps. Merci infiniment les filles pour cet échange, c'était hyper riche, hyper inspirant. C'était vraiment un plaisir de vous entendre sur tous ces sujets-là. Merci beaucoup à Lipton Thé Vert de nous avoir fait confiance et de nous avoir donné cette opportunité de parler de bien-être de façon globale. C'est trop important aussi de lever les tabous autour de ces sujets-là. Merci à vous de nous avoir écoutés. On espère que ça vous aura inspiré, que peut-être vous aurez eu envie aussi de prendre un petit moment de pause, de vous laisser l'opportunité aussi de ralentir en cette rentrée. Encore une fois, bien sûr, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à demander de l'aide à un professionnel de santé formé, et puis partagez-nous en commentaire toutes vos petites astuces, vos tips, votre mood de rentrée. On a envie de vous lire et de partager avec vous aussi au-delà de cette émission et de cette vidéo. Et puis à très vite. Belle rentrée les filles, et merci encore pour votre présence. Merci.